Et c'est parti. Bonsoir à tous et bienvenue. Et je vais pas me tromper cette fois dans le numéro 24 de e-Teachers. J'espère que vous allez bien. Et puis, écoutez, ce soir, une émission entre guillemets un peu plus classique puisque nous n'avons pas d'invité spécial, mais nous avons la présence de Sébastien qui n'est plus un invité spécial puisqu'il fait complètement partie de l'équipe maintenant. Et voilà, une émission plus classique, mais qui n'en sera pas moins intéressante. Salut Jeff, salut Seb. Salut. Salut. Salut à tous. Donc on peut le dire, c'est une des premières émissions qui ne sera pas en direct. On peut le dire. Voilà. Donc on peut dire plein de conneries et comme ça tu vas couper après. Voilà, c'est pour que vous ayez toujours du e-teachers. Nos emplois du temps de ministre font qu'on a parfois du mal à respecter les 15 jours systématiquement, tout ça. Donc on s'est dit qu'on allait enregistrer pour que vous ayez quand même du contenu à la même date. Voilà. Ouais, moi je croyais que vous passiez en formule hebdomadaire, quoi. Non, pas encore, mais... Le problème c'est qu'on a un métier qui nous prend un peu de temps et puis, on gagne pas assez avec le podcast encore, donc voilà. Mais bon, ça viendra peut-être. Hein. Oui, bien sûr. On a 10 € par an, je crois, avec les pubs de Google, je crois. C'est pas mal quand même. Ça pourra augmenter à 12. D'ailleurs, allez visiter notre site, là, cliquez sur les liens pour nettoyer votre ordinateur plus vite et tout ça, là, c'est pas mal. Écoute, de quoi on va parler ce soir, Jeff? Alors, alors si on fait un petit sommaire déjà, non, je fais un petit retour sur l'émission précédente. Je fais un petit retour très rapide. Moi, j'ai eu un commentaire via Facebook. Tu sais, le e-Teacher 23, j'avais appelé ça C'est une mafia parce qu'on avait parlé un peu de la mafia des podcasteurs. Et on a Nathalie Fleu qui nous a répondu sympa la mafia. Donc, tu vois, ça fait plaisir. Ensuite, il y a des retours. Je crois que c'est Seb qui voulait faire un petit retour sur l'émission précédente où on avait reçu Jérôme. Ouais. Alors c'était, moi j'ai bien aimé écouter l'expérience de Jérôme qui s'est présenté un peu de manière trop modeste, hein, parce que il s'est présenté comme prof de fleu en Italie, mais ça fait super longtemps qu'il est dans les TIS. Moi j'avais suivi sa formation en TIS à l'Alliance française de New York, donc il est aussi formateur de formateurs. Il y a son blog chez Jérôme, il y a aussi Passe ton DALF, Oui. et puis il a repris récemment le gros site edufleu.net. Donc il est très actif, beaucoup plus qu'il ne le dit ou qu'il le laisse entendre, en tout cas dans sa présentation. D'accord. Et Nathalie aussi, hein, Nathalie est donc sur Facebook et puis qui avait laissé un commentaire sur le numéro précédent aussi. Moi, je vous recommande de lire ses articles parce qu'elle est auteure pour T'enseignes-tu et elle a écrit vraiment pas mal d'articles très sympas sur l'utilisation du jeu. Donc, je crois qu'il y en a 2 ou 3 à lire qui sont vraiment bien. Et puis là, récemment, elle vient de publier 2 articles sur raconter des histoires, donc faire raconter des histoires. Et ils sont vraiment très intéressants, vraiment bien à lire. J'ai mis le lien. Tu mettras ça, Jeff, sur le site, où vous arrivez directement sur le site de T'enseignes-tu, sur sa page auteur, avec tous les articles qu'elle a écrits. Et je pense qu'ils sont vraiment, vraiment intéressants. Voilà, t'enseignes-tu.com. Ouais. Voilà. Un blog dans lequel on devrait participer, Jeff, et je m'excuse auprès de Céline qui doit me relance à chaque fois, mais promis, on finira par faire un article également. Promis, c'est dans la liste des choses à faire. Alors Céline, elle m'a promis qu'elle sortirait son site, je crois, la semaine prochaine ou la semaine d'après. On va voir qui sera le plus rapide, vous avec votre article ou elle avec son nouveau site, quoi. Ok, ça marche. Allez, un petit sommaire. Ce soir, allez, un petit sommaire rapide. Donc, on va parler dans la rubrique outils. On va parler un petit peu de Chromecast. On va parler Papyrus. Oula. On va parler corps humain. Un petit rayon sur utiliser des caméras avec ses apprenants. Un petit retour sur le Bring Your Own Device. Je sais que j'aime bien ça en ce moment. Et un petit salon, des rencontres en actualité. Voilà, en gros. D'accord, t'as pas dû voir la dernière version parce que j'ai rajouté des trucs. Ah pardon, qu'est-ce que j'ai oublié? T'inquiète pas, ça viendra au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Bon, ça marche. On passe au rayon outils? Eh ben c'est parti, vas-y. C'est moi qui attaque? Go. Allez, c'est parti. Donc moi je vais parler d'un service, alors d'une web app, on peut appeler une app en ligne qui s'appelle Corpus, Corpus.
L'adresse, je crois que c'est simplement Corpus. Je vais essayer aussi de partager mon écran. Alors l'adresse c'est réseau-canopé.fr/corpus. Alors réseau Canopé, c'est assez connu dans le monde enseignant au point de vue TIS. Alors ça a été développé par eux en tout cas. Alors je vais essayer pardon, j'ai oublié de partager mon écran. Je sais que c'est pas très radiophonique, mais on va essayer. Hop, voilà. Je sais pas si vous avez l'écran devant. Oui. Si, ça y est. C'est bon. Donc on va choisir bien sûr son personnage, hein, mâle ou femelle, bien sûr, homme ou femme. Alors il y a un petit temps de chargement, hein, c'est de la 3D, tout est en 3D. On va avoir le corps humain en entier. On va pouvoir bien sûr commencer en 3D, zoomer à droite, à gauche, etc. On va pouvoir aller avec des petits icônes sur le côté, on va pouvoir gérer l'appareil musculaire, le squelette, le système cardiovasculaire, etc. Alors c'est pas que c'est moins mon domaine, mais bon, voilà. On a aussi des petites vidéos qui, en fonction de chaque partie du corps, qu'on va pouvoir zoomer, regarder en détail. On va essayer de prendre un petit appareil musculaire. On va essayer de voir quelques vidéos, zoomer. Alors les détails sont pas Bravo. comme sur certains outils comme ça, c'est pas très détaillé, mais ça reste très scolaire, hein, c'est vraiment fait pour le scolaire. Donc on peut voir, si on passe devant, on a les muscles, le nom des muscles, le nom des os, etc. C'est franchement bien développé. Alors il existe d'autres outils comme ça, hein, vraiment où c'est encore plus détaillé, mais pour le monde scolaire, pour le monde collège, lycée, c'est vraiment l'essentiel et c'est vraiment très très bien fait en tout cas cet outil-là. Voilà. Et Voilà encore une fois, ça permet aussi de faire ça sans installer quoi que ce soit, parce que ce sont des ressources qui sont accessibles complètement en ligne. C'est ça, totalement en ligne dans un simple navigateur. Ouais. Voilà, donc ça c'est quand même une grosse plus-value, parce que c'est vrai que tu parles d'autres ressources existantes, je pense notamment dans les écoles de médecine, de ce genre de choses, c'est vrai qu'ils doivent être encore plus équipés, mais on n'a jamais besoin d'autant de détails ou de contenu. Et là, le fait que ce soit accessible directement du navigateur, bon, on se pose toujours la question des collègues qui vont nous dire mais chez nous on n'a pas de fibre, on n'a pas la bande passante suffisante, parce que j'imagine que ça doit être quand même gourmand. Ouais, sur la 3D, c'est vrai que la 3D met un petit moment de chargement, tout à fait. Ouais. Bon, après, il peut y avoir certainement des possibilités pour peut-être ne pas activer la 3D ou d'autres. Oui, on peut avoir tout en 2D. Hein. Il y a une petite partie sur le côté où il y a marqué passer en 2D, justement pour simplifier la connexion, je pense. Mais c'est que sur les corps humains, hein, t'as pas les animaux. C'est que le corps humain, tout à fait. Ouais. Parce que moi je me souvenais d'avoir appris comme ça les pattes du chat et tout ça. Non mais c'est pas mal du tout. Hein. Bon, c'est bien fait, c'est que, je veux dire, tu observes le corps, donc les squelettes, les organes, tout ça, il n'y a pas de quiz, de choses comme ça. Hein, parce que je vois, il y a un espace prof. Alors l'espace prof, j'en parle même pas parce que c'est quelques séquences pédagogiques qui sont dessus, il y en a très peu, quoi. Voilà. Alors je pense que c'est un futur développement. Voilà. D'accord. Voilà. Et puis les vidéos sont très bien faites à côté, hein, les vidéos aussi de scientifiques sur chaque partie du corps sont très bien faites. Ils sont actifs sur Canopé. Hein. C'est ce que j'allais dire. Je pense que tout à fait. Ça fait vraiment partie de la politique de Canopé et de la politique de toute façon de l'éducation nationale sur les ressources, parce que qui dit ressources numériques bien évidemment, et c'est quand même au cœur des réunions ces dernières années, enfin assez récemment, puisque voilà la prolifération des ressources, enfin des espaces, des usages numériques, Internet liés aux espaces numériques de travail et compagnie, fait qu'il y a quand même des questions de droit qui se posent, etc., etc. Donc l'éducation nationale avait essayé d'acheter un certain nombre de droits télévisuels, bon, je parle pour les langues, là, pour les ressources humaines, pour ces choses-là, pour les ressources humaines, pour les sciences humaines, pardon. Bon, on connaît le site .tv, tout ça pour dire quoi, que Canopé du coup joue maintenant vraiment son rôle, et encore plus que jamais. On rappelle que c'est l'ancien CRDP, l'ancien CEREN, quoi. L'ancien réseau CEREN avait toujours énormément produit de ressources, mais bon, à l'époque du DVD, des cassettes vidéo, c'était quand même pas les mêmes enjeux qu'aujourd'hui avec la prolifération, voilà, des usages numériques. Et dans toutes les langues, j'ai l'impression qu'il s'applique à avoir une base de données de plus en plus massive, et ça prend beaucoup de temps. Donc même si, comme tu dis, il y a peu de ressources numériques pour le moment, j'imagine de séquences pédagogiques associées, je pense qu'il y aura de plus en plus d'initiatives de ce type, et on peut que s'en féliciter, quoi. Hein, voilà. Oui, ça fait ça bouge en tout cas dans le réseau Canopé. Hein. Ouais. C'est très bien. Ok, bon, on va enchaîner. Sébastien, à toi.
Ouais, donc moi je vais vous parler de Papyrus. Alors ceux qui regardent la version vidéo peuvent regarder ça. Alors Papyrus, c'est un site pour créer en fait des magazines au format PDF, etc. Vous pouvez donc créer simplement votre magazine. Alors vous devez vous inscrire, hein, ça c'est pas sans inscription. Et puis ensuite, eh bien vous pouvez donc commencer à faire un nouveau livre. Ça se fait de manière assez simple. Vous choisissez un modèle, ils sont assez jolis. Il y a un bon choix aussi. Et quand vous choisissez un modèle, ce qui est sympa, c'est que, évidemment, c'est que sur Chrome. Je vais reprendre ça. J'ai pas essayé sur Firefox avant, ça tombe mal. Donc, évidemment. Donc Chrome et Safari, a priori. Chrome et Safari, ouais. De plus en plus, j'ai l'impression quand même que Firefox est un peu à la ramasse sur pas mal de petites choses comme ça, c'est dommage. Hélas, Ouais, donc vous m'entendez taper, c'est super. Je pense que c'est surtout une volonté, pendant que tu tapes, je pense que vous croyez vraiment que c'est qu'il est à la ramasse ou c'est que c'est une volonté des développeurs de ne développer que sur certaines plateformes? Non, ah, d'accord, parce que là, tu es sur Mac, c'est ça? Tu penses que sur Mac, c'est moins suivi, c'est ça? Ouais, Non, je il sais est pas sur pas. Mac, là, il est sur Windows 7. Là, je suis sur un Windows 7 Ah oui, pardon, oui. classique, ouais. Bah moi, en fait, là, j'ai toujours utilisé Chrome beaucoup plus parce qu'il y avait plus d'add-ons. Et puis là, je suis passé à Firefox parce que notre administrateur réseau a supprimé la fonction de synchronisation entre les postes. Donc, je suis repassé par Firefox pour créer une synchronisation entre chez moi et ici, quoi. Donc bref, je reviens là-dessus. Donc vous choisissez un modèle et puis vous lui donnez un titre. J'appelle toujours tout test. Et vous avez déjà donc une couverture et puis les rubriques principales des auteurs. Alors tout ça, vous pouvez le modifier. Donc si vous voulez créer un magazine avec vos apprenants, avec vos élèves, c'est assez simple parce que vous avez tout. Des commandes vachement simples avec la police, la taille, etc. Vous pouvez changer le fond. Et puis le fond, vous pouvez uploader vos propres photos. Donc il y a vraiment plein de choses à faire. Vous pouvez insérer des images, du texte. Vous pouvez insérer des formes. Hein, il n'y a pas grand-chose. C'est juste rectangle et cercle, mais c'est déjà pas mal. Et puis jouer sur l'opacité aussi. Est-ce que c'est plus ou moins transparent? L'autre chose qui est intéressante, parce que ça c'est pas tellement nouveau, quand vous voulez ajouter un chapitre, que je regarde ça, hop, alors il faut que je retrouve ce truc-là. Voilà, vous pouvez importer un chapitre d'une URL. Donc par exemple, s'ils ont déjà fait un blog de voyage, eh bien vous pouvez tout simplement rentrer l'URL du blog et puis lui va transformer ça pour que ça tienne en une page, etc. Et donc vous aurez toute la page du blog qui va tenir sur une page comme ça dans un livre. Donc ça peut être un truc sympa. Après vous pouvez l'exporter en PDF sans problème et ça vous fait un beau magazine à partager, voire à imprimer si vous voulez parce qu'il est prêt à imprimer, quoi. D'accord, moi c'est vrai que je vois plus un outil justement pour après une finalité papier, ouais. Je pensais maintenant. Ouais, ou, tu sais, même à consulter sur iPad, finalement, sur une tablette, un Ouais, sur PDF, une tablette, pourquoi pas. très Ouais. agréable. C'est toujours faisable. Moi, j'avais fait l'essai donc avec mon site et donc avec les arts du fleu et c'était juste un test comme ça, mais on retrouve tout, tu vois. On va retrouver donc les images que j'ai mises dans chaque D'accord. post, le texte et même le plugin, tu vois, Mhm. de SoundCloud qui va être là et tous les liens actifs. Ça marche nickel. Ah oui, les liens sont actifs aussi, ouais. Les liens sont actifs, il Ah n'y a oui, pas d'accord, ok. pas de problème. Ouais. Alors, je vais me faire, je vais faire une super relance journalistique alors que je connais déjà la réponse, mais bon. Peut-on publier au format ePub? Alors normalement quand tu save pardon quand Alors, tu sauvegardes ton livre si je fais ça hop donc ça moi je vais faire mais qu'est-ce que c'est le format ePub? ouais alors je retrouve ça je sais que j'avais téléchargé au format PDF. Bon, le format ePub, si je traduis rapidement pendant que tu cherches. Ouais. Le format ePub, hein, c'est le format des e-books, hein, qu'on peut lire dans une liseuse
style Kindle, style le Kobo de Fnac, des choses comme ça. C'est ça, hein? Voilà, c'est le format 10 standard, comme on connaît les PDF maintenant, 10 standard pour tout ce qui va être livre numérique en fait. Encore que je dis une bêtise parce que le Kindle, je crois que ne lit pas le e-book, mais je vais pas dire de bêtises. Mais il me semble. Le Kindle lit pas le EPUB, mais il lit le EPUB, format pardon. Mobi. Ouais, c'est Et ça. le format qui est le Mobi. propre à Amazon. J'ai pas retrouvé comment j'avais fait pour exporter mon truc. Pour exporter en PDF, hein, tu parles, oui, pour voir si tu avais le. Ouais, j'ai exporté un PDF, mais je vois qu'il y a un bouton ici que j'arrive pas à voir. Et, complètement gratuit le service ou non? Bah écoute, oui. J'ai pas vu d'option payante. J'ai pas été limité pour l'instant en nombre de pages. C'est vrai que j'ai pas fait non plus des pavés de 600 pages. D'accord. Mais ouais, apparemment. Il n'y a pas de version freemium, de version premium, comme ça. J'ai pas vu ça. Non, j'ai pas vu. Je d'accord, vois ici bon, ok. Upgrade this book. Tu vois, je vais regarder. Ça me surprend toujours des services comme ça, moi. Alors, Qui sont totalement gratuits, de quoi ils vivent. J'allais parler d'un concurrent à lui qui est français, et c'est pas pour faire cocorico, mais dont moi je me sers pas mal en classe, qui s'appelle Mad Mags. Ouais. Alors, qui fait pas tout à fait la même chose, mais qui propose quand même le même principe d'édition sur des modèles, mais qui vous propose vraiment un joli document derrière, qui s'apparente vraiment à un magazine, avec une super présentation en ligne, avec un code embed si vous voulez l'intégrer, un code d'intégration donc dans les différents réseaux sociaux, blogs, qui est très joli. Et là, pour le coup, en fait, vous avez un seul template qui est gratuit, qui fait très bien son affaire quand on veut d'abord essayer. Et puis, si après on a vraiment envie de faire un truc encore plus sympa avec les élèves, on peut acheter d'autres modèles. Donc oui, pardon, un template, c'est un modèle, quoi, quelque chose qui vous permet de commencer votre travail avec déjà des fonds prédéfinis, un certain nombre d'espaces de rédaction prédéfinis, pour gagner du temps sur la mise en page, en fait, hein, sur les planches d'un magazine. Et moi, du coup, je retrouve pas mal de traits, de caractéristiques dans ton logiciel, la Seb, et c'est plutôt intéressant. Je vais tester ça très vite. Ouais, alors là, je reviens un petit peu sur le site. Donc en fait, il faut l'avoir terminé, hein, sauvegardé complètement pour pouvoir le publier. Donc il est en format web si tu le souhaites, ce que je montre là actuellement à l'écran. Et puis, donc il y a cette formule Upgrade this book qui me propose de payer $20, mais je sais pas ce que j'ai exactement. Et puis après, tu peux télécharger le fichier et là, tu te retrouves avec un fichier zip et tu as le format Mobi, EPUB et le format HTML. Donc, je sais pas comment j'avais fait pour avoir le PDF d'ailleurs. Tiens, c'est bizarre. C'est bien, donc, tous les formats. Ouais. Ouais. Voilà, donc c'est assez sympa. Moi, j'ai trouvé ça. Alors, effectivement, et puis je pense qu'il faut même, bon là, on le voit, moi tout de suite quand je vois ça, je pense tout de suite à l'utilisation que mes élèves en auront dans le cadre d'un projet pour eux de publier, de travailler sur un magazine. Mais à l'heure des tablettes, des ressources numériques pour le coup, on a parlé des manuels numériques, etc., etc. Je pense que nous, enseignants, on sera aussi de plus en plus amenés à publier nos contenus sur des formats type EPUB parce que voilà, on va voir un peu se standardiser parce qu'on aura peut-être de plus en plus de tablettes, de liseuses, je ne sais pas. Donc c'est pas mal de connaître ce genre d'outils qui nous permettent d'exporter dans ces formats-là, quoi. Ouais, et puis là, vraiment, la manipulation est simple. Donc, c'est pas, tu vois, comme, je sais pas, quand tu vas sur Scribus ou tu rames avec les dessins vectoriels et compagnie. Là, c'est vraiment simple. Même si les options sont assez minimalistes, tu peux créer un magazine assez sympa avec ta classe. Tout à fait. Ok, en ligne en tout cas. Dans un navigateur. Dans un navigateur, ouais. T'as pas besoin d'installer quoi que ce soit. Ok. Et ben du coup, je vais enchaîner alors. Oui, c'est ça, c'est à moi là. C'est à toi, ouais, dans les parties outils toujours. Alors je vais enchaîner, je vais essayer de pas regarder l'écran avec mes lunettes parce qu'en fait ça fait plusieurs fois qu'on me dit que l'écran se reflète dans mes yeux et que c'était très désagréable. Mais non, ça fait classe. Donc je vais les enlever. De toute façon, je vais partager mon écran pour vous parler en fait d'un outil qui est pas si éloigné que ça du tien Seb, dans le sens où on va aussi parler de publication de contenu et je vais vous parler donc de celui-ci qui s'appelle Poster My Wall, donc Poster My Wall, fait de mon mur un poster, je ne sais pas trop comment le traduire. Alors, si certains d'entre vous, de nos auditeurs, connaissent Glogster, Glogster, c'est un outil pour créer en fait comment dirait-on, des affiches numériques, hein, donc vraiment des posters mais multimédia.
Tu en avais déjà parlé dans un teacher, je crois. Voilà, tout à fait, j'en avais parlé. Donc un poster, on imagine bien, dans lequel on peut mettre photo, bien sûr, texte, image, mais également on pouvait, toujours avec ces fameux codes d'intégration, d'ailleurs je pense qu'un jour il faudra peut-être qu'on y revienne dessus sur ces possibilités-là, Tout à fait. on pouvait mettre, intégrer des vidéos YouTube, différentes choses. Bon, Glogster, c'est pas mal, c'est très bien. Moi, je l'utilise régulièrement. Seul souci, c'est que ça demande quand même, quand on le fait en classe avec des élèves, des connexions Internet encore super lourdes parce que bon, c'est assez gourmand en ressources et c'est un petit peu lourd aussi en gestion de compte, de choses comme ça. Enfin, un peu lourd. Pas très compliqué, mais voilà. Et là, je vous parle d'un outil que j'ai pas encore eu l'occasion de tester avec mes élèves, mais dont on m'a parlé récemment et que je trouve assez sympa, qui s'appelle donc Poster My Wall. C'est la même idée que Glogster, si ce n'est qu'on oublie le côté multimédia et on en revient vraiment à savoir, à se dire qu'est-ce qu'on veut faire d'un poster. À se faire un poster, on va plutôt travailler sur l'infographie, plutôt uniquement sur l'image et le texte. On va laisser de côté le côté multimédia et vraiment se concentrer uniquement sur le poids de l'image, le poids du message, voilà. Alors d'un point de vue pédagogique, on peut imaginer plein de choses. Moi je sais qu'en langue, justement, si je travaille sur une séquence liée au titre, aux phrases d'accroche, aux slogans, je vais pouvoir utiliser ça. Si je veux, bon bah là vous voyez, vous avez plein d'exemples, hein. On est en période d'Halloween, donc on a pas mal de flyers qui tournent autour d'Halloween. Donc bon, si vous allez sur le site postermywall.com, vous avez en fait des exemples de ce qui est possible de faire assez rapidement. Puisque là encore, le principe est le même un petit peu que dans Glogster et dans ce que tu nous as présenté avant, Sébastien, à savoir qu'on vous propose en fait des modèles plus ou moins fournis. Là aussi, vous en avez des gratuits, d'autres qui deviennent payants. Et à vous après de les perfectionner. Moi, ce que j'aime bien dans ces idées, en fait, parce que c'est pas ne pas couper la créativité des élèves, par exemple. Au contraire, quand on laisse une page blanche avec des élèves, à part quelques-uns qui ont déjà souvent beaucoup d'idées, de choses à faire, et puis on n'est pas non plus prof d'art plastique, mais quand on veut aller vite sur ce travail-là, c'est pas mal qu'ils aient une base de travail avec des trucs qui font un rendu relativement sympa rapidement. Donc, comment ça fonctionne? Bon, ben, c'est assez facile, hein. Vous allez choisir plutôt un modèle. Vous voyez, vous pouvez choisir par exemple les fonds d'abord dans un premier temps. Il y en a énormément. Vous avez, je sais pas combien de catégories, hein. Ça sera à vous après de choisir ce qui vous plaît. Vous choisissez ensuite les titres, les images et vous pouvez mettre vos propres images. Voilà. Bon, je vais pas aller plus loin dans l'explication. Je pense que c'est finalement assez clair. Vous pouvez faire des collages, plein d'autres choses. Tout n'est pas gratuit, bien sûr. Mais allez voir, voilà, Poster My Wall. C'est gratuit en fait, puisque ce qui est gratuit, c'est bien évidemment la version numérique. Après, vous pouvez générer des PDF. Et ce qui va devenir payant, et ça c'est vrai que c'est un site américain et les Américains aiment bien ce genre de choses, c'est que vous allez pouvoir commander des tirages en haute définition avec une très bonne impression pour pas grand chose, on va dire, si vous voulez ensuite les afficher dans l'établissement ou ailleurs. Voilà, Poster My Wall. Je pense qu'il en existe d'autres, des outils de rédaction de posters, enfin de création de posters. Lui, je le trouve assez bien fait et voilà, je vous le conseille. Ouais, c'est vraiment pas mal pour des projets sur genre des projets théâtre que tu peux avoir dans les lycées, les collèges, mais aussi sur tous les événements. Tu vois, nous au mois de mars, on a la semaine de la francophonie, des choses comme ça. Ça peut être sympa de travailler sur des slogans et puis de les faire réaliser vraiment quelque chose, quoi. Tout Comme à tu fait. dis, en guidant avec des repères graphiques plutôt bien, parce que des fois tu peux te retrouver vite avec des affiches qui sont l'équivalent de fourchettes dans les yeux, quoi. Ça fait mal. Tout à fait. Là, tu te retrouves avec quelque chose de joli, ils sont contents, et puis toi, tu as travaillé ce que tu voulais avec eux, c'est sympa. Voilà, après moi comme je propose toujours aux élèves, ceux qui ont vraiment envie de créer avec leur propre technique, alors bon ça dépend, ça peut être dans le cadre d'une activité vraiment TIS où on souhaite que tout le monde utilise le même outil, à savoir cet outil par exemple pour réaliser un poster, très bien. Après moi quand ça arrive en fin de séquence, que j'ai juste besoin qu'il crée un poster et je veux pas que ça prenne 3 heures, d'ailleurs je leur montre l'outil, ils le finissent à la maison en général. Si certains préfèrent le faire en collage, tout ce qu'il y a de plus classique, et c'est parfois très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais justement, pour ceux qui sont moins à l'aise avec ça, et moi c'était mon cas parce que j'ai toujours été la pire des quiches lorraine en art plastique, qu'on me donnait une feuille de papier canson et pour moi c'était catastrophique parce qu'à part dessiner des bibendums Michelin et puis des étoiles, je savais rien faire d'autre. Voilà, j'aurais eu ce genre de truc, clairement ça allait m'aider et j'allais quand même avoir, parce que j'avais quand même des idées en fait, c'était juste
la réalisation graphique qui posait un problème. Et en même temps, à l'époque, on va pas lancer les gamins dans du Photoshop parce que c'est encore plus difficile aussi finalement. Donc là, je trouve on est vraiment dans une bonne alternative, dans un bon compromis pour les aider, quoi. Voilà. Ah, Ok. super, ouais. Moi ça m'intéresse ça. On avance, mon Jeff. On avance, on passe à la partie innovation, expérimentation. J'attaque ou ouais, Vas-y. allez. Allez, moi je suis en ce moment beaucoup dans ma période de Bring Your Own Device, ça veut dire amène ton propre appareil, hein, utilise ton propre appareil. Moi je suis tombé sur un article que je voulais relayer ici, que je trouvais plutôt intéressant, qui est de Bruno Devauchel. Alors Bruno Devauchel sur son blog qui s'appelle brunodevauchel.com tout simplement. Je mettrai les liens dans l'émission. Alors Bruno Devauchel, qui c'est rapidement, c'est un chargé de mission TIS à l'Université catholique de Lyon et aussi professeur à l'Université de Poitiers, qui est assez actif sur le web, et qui a fait un article donc, que je trouvais fort intéressant, qui s'appelle « Les smartphones, ils en ont, alors on les utilise ». Alors il a fait un petit peu un constat sur justement les smartphones en milieu scolaire. Le constat qu'il a fait, donc il a travaillé avec pas mal d'enseignants. Et le constat qu'il fait en premier, c'est qu'il trouve impressionnant le nombre d'enseignants qui déclarent donc inviter les élèves à utiliser leur téléphone portable. Donc déjà il y en a énormément, téléphone portable ou smartphone. Hein. Là pour l'instant il différencie pas les deux. Pourtant, il insiste bien que le service public précise qu'à l'école et au collège, l'utilisation des téléphones portables pendant les heures de cours est complètement interdite. Hein, c'est dans la loi, ça. Hein, alors, il dit ce que font les enseignants, vraiment d'avoir cette démarche, amène ton appareil, utilise ton propre appareil. Finalement, ce qu'on trouve nous plutôt dans le lycée et collège, c'est plutôt apporter vos appareils numériques, il dit. Donc il a appelé ça, ou alors vivre avec ton appareil numérique. Donc il a différencié ça comme ça. Qu'est-ce que beaucoup d'enseignants disent qu'ils utilisent leur téléphone portable de leurs élèves pour surtout l'appareil photo. C'est la première chose qui arrive à même. Et il dit même qu'il y a certains inspecteurs qui encouragent ça. Donc est-ce qu'ils sont hors la loi? Ça c'est la question un peu, puisque finalement on n'a pas le droit d'utiliser. Et il prend le constat que l'utilisation du smartphone au sein des établissements, il y a 4 types. Alors j'aime bien comme il a classé ça. Il a dit il y a une pratique sécuritaire. Donc, ce qu'on appelle la pratique sécuritaire, c'est l'interdiction, confiscation. C'est ce qu'on a près dans nos établissements actuels, en tout cas en France. Il dit qu'il y a une pratique communicationnelle. Donc ça veut dire quoi? C'est que l'adolescent, il reste avec son groupe de pairs à échanger avec eux, qui leur sert vraiment qu'à ça le smartphone. Une pratique informationnelle qui se vont suivre donc des traces de navigation sur Internet, des traces d'activités diverses qu'il peut prendre avec l'appareil photo, etc. Et une pratique scolaire. La pratique scolaire, il dit que c'est pratiqué donc qui est proposé par l'enseignant, des activités qui finalement sont des activités ordinaires de la classe qu'on faisait habituellement en classe, mais qu'avec le smartphone qui va apporter un plus. Ce qui rebute beaucoup d'enseignants, c'est le côté usage clandestin. Moi, j'en avais parlé un petit peu déjà dans l'émission il y a deuxième fois. C'est vrai que les usages clandestins, on va y en avoir droit. Des élèves qui font autre chose que ce qu'on leur demande, on va en avoir. Mais il dit que finalement, si on arrive à avoir un rapport de confiance avec les jeunes, c'est ce qui en est sorti, c'est qu'avec un accompagnement bien dialogué avec les apprenants, on va avoir, ce côté clandestin va commencer à disparaître. Moi, c'est peut-être un petit peu tôt, mais j'en ai encore quelques élèves qui ont ce côté un peu clandestin à faire autre chose. Ensuite, ils essaient de voir un petit peu qu'est-ce que va apporter le smartphone. Il va dire justement que c'est l'enregistrement de situations habituelles. Je sais pas, une recherche de définition, finalement on va pouvoir l'utiliser, de traduction, des références, d'utilisation par exemple de la calculatrice tout simplement, de la fonction MP3, des photos, on va pouvoir pratiquer des enquêtes ou des recherches d'informations, on va faire une trace de l'activité, pourquoi pas, l'activité qu'on fait en classe, on va pouvoir faire une trace d'activité multimédia, plutôt audio, photo, vidéo, au lieu de faire simplement une trace d'activité texte, une création de contenu.
Hein, moi, c'est ce que j'essaie de beaucoup de faire. Alors, il disait qu'il y avait beaucoup de reportages, beaucoup d'animations, de présentations, de frises chronologiques, etc. Euh, Ensuite, aussi de communication hors classe. D'enseignants va l'utiliser pour la communication hors classe, sur le travail collectif, collaboratif, etc. Le seul truc qui ressort là-dessus par rapport à ce que disent les enseignants, c'est qu'il dit que la connexion, il faut quand même qu'elle soit de bonne qualité. C'est souvent le gros problème de nos établissements. J'en avais parlé aussi, hein, moi. Et il faut qu'elle soit non coûteuse pour les élèves. Je pense que c'est hors de question d'utiliser leur forfait 3G pour faire pour utiliser leur appareil. Bah, je suis pas forcément d'accord. Enfin, je suis pas enfin, c'est pas que je suis pas d'accord. De toute façon, je vais pas être d'accord ou pas. En fait, c'est une réflexion. L'idée, c'est qu'à partir du moment où tu leur dis d'apporter leur propre appareil, de toute façon, ils ont bien des connexions, ces gens-là. Donc, tu vas pas. Au contraire, l'intérêt, c'est peut-être d'utiliser leur connexion 3G dans le sens où tu auras moins de problèmes de connexion que tu peux avoir si tu passes par le réseau Wi-Fi du truc, de configuration, parce que tu vas perdre encore je sais pas combien de temps à configurer le réseau Wi-Fi sur tous les portables des gamins, que les gamins n'ont pas tous les mêmes modes de connexion. En fait, aujourd'hui, sincèrement, il y a encore beaucoup de. Enfin, moi, j'ai pas d'enfants, donc peut-être que je suis pas au courant, mais il y a tout le monde n'a pas de la 3G illimitée, par exemple. Non, Il y a des... non, Ah ouais, ça c'est d'accord. encore. Non. Ils ont toujours des petits forfaits avec très peu de mégas dessus. Il faut aussi que la connexion soit de bonne qualité, donc tu l'as pas forcément. Voilà, je Ah pense que ouais, d'accord, ok. voilà, Je pensais que quand même quoi. À partir du moment où les gamins, parce que moi je vois effectivement en troisième, là, j'ai été encore bluffé. Aujourd'hui, les gamins ont tous des smartphones et puis pas des smartphones pourris. Enfin, je veux dire, ça tout à reste quand fait. même Ouais, ouais, ça c'est sûr. du Samsung et de l'Apple et après, voilà. Enfin bref. Du Oui, coup, enfin, bon. ouais, ça fait pas la connexion, quoi. On est d'accord. Alors si je continue un petit peu, vas-y, ouais. Juste un truc sur l'utilisation clandestine, je veux dire, pour moi, ça fait presque partie de l'usage. Je veux dire, même nous, au boulot, t'es On le au fait, ouais. bureau, tu travailles, de temps en temps, tu regardes tes mails perso, quoi. Enfin, je veux dire, de toute façon, il t'arrive dessus, sans que tu demandes rien. Donc, bon, tant que ça reste dans le raisonnable, je veux dire, cette utilisation clandestine, elle est difficilement évitable, quoi. Moi je pense Un aussi. mail, il apparaît dans les notifications, bah ouais, tu peux déjà en lire la moitié rien qu'avec un mouvement du pouce, quoi. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors il dit aussi qu'il y a encore un problème, ce qu'il en ressort, c'est de projeter le travail des élèves depuis leur appareil. On sait qu'il y a quelques solutions. Tout à l'heure, on avait parlé du Chromecast, par exemple. Il existe des solutions de l'Apple TV, des choses comme ça, mais en fait, ça reste encore assez compliqué par rapport à leur propre appareil. Je sais que tu fais ça, toi, Guillaume, avec les tablettes, hein, c'est ça, non? Tout à fait, ouais. Voilà. Mais Et je confirme, c'est compliqué, hein. c'est compliqué déjà avec les propres tablettes, alors en plus avec leur propre appareil, voilà. Alors lui, il préconise de préférer finalement des applications qui travaillent en local que des applications qui travaillent toujours sur des connexions avec des connexions Internet. C'était quand même plus simple. Voilà, parce que et surtout au point de vue sortie scolaire. Imaginez sortie scolaire avec tous les problèmes de connexion, il vaut mieux utiliser des applis en local. Donc il pense que pour lui, il semble qu'on a passé un cap, en tout cas, ces histoires ça se démocratise, en tout cas, ces histoires d'utiliser leur propre Mm. appareil. Mm. Euh, et il dit qu'il faut urgent de repenser les règles, finalement, puisque beaucoup l'utilisent, et sans qu'on soit dans les règles, hein, puisque les règlements intérieurs ne le préconisent pas, etc. Alors il dit qu'il ne faut pas forcément totalement légiférer ou encadrer ces pratiques, hein. Alors j'aime bien sa phrase-là, il dit que je vais la dire telle quelle, il y a une phrase que je trouve assez intéressante. Il dit en effet, nous assistons là à l'émergence de pratiques spontanées, issues finalement de pratiques sociales qui rencontrent des pratiques scolaires. Voilà, je trouve que ça résume un Ouais, peu le système de Bring Your Own Device, non? là, je suis tout à fait d'accord. J'aime bien cette phrase et je vais essayer de m'en rappeler quand je vais moi aussi faire passer ça dans mon établissement. Oui, c'est pas faux. Alors après, il y a aussi la question, et là, ça serait intéressant d'en discuter avec d'autres personnes. Euh, Est-ce que justement la pratique sociale doit forcément être proche de la pratique scolaire? Je suis d'accord pour qu'elle se rejoigne dans une certaine mesure, mais l'école, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'a jamais non plus été une reproduction de la vie sociale telle qu'on la connaît. Alors, des fois à tort, certainement,
mais aussi des fois peut-être à raison. C'est-à-dire que ça reste aussi quand même un lieu privilégié pour plein de choses. Donc, si on voit bien qu'aujourd'hui, les dérives de la pratique sociale du smartphone, c'est aussi en réunion, même pas forcément dans l'éducation nationale. Moi, j'ai d'autres activités où je fais souvent des réunions aussi professionnelles, notamment dans la formation pour adultes. Quand on est avec des chefs d'entreprise qui veulent faire former leurs salariés, bon, peu importe. Tout ça pour dire que ces gens-là qui, du coup, n'ont pas des codes comme à l'école, en réunion, si vous voulez, il n'y a aucun problème. Toutes les 5 minutes, ils répondent à des coups de téléphone, ils répondent à des emails, parce qu'a priori, c'est plus important que la réunion pour laquelle on est en cours. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que cette pratique sociale-là, si on arrive en classe et qu'on arrive à un moment où, du coup, l'utilisation du smartphone ou de l'outil va prendre le pas sur la réalité de la classe, on a un problème aussi. S'il y a bien un endroit où la classe, c'est aussi tu vois, donc il faut effectivement, pratique sociale qui rentre dans l'école, je suis tout à fait d'accord. Et il faut arrêter de se voiler la face. Et Seb, tu as tout à fait raison. Moi, je suis le premier aussi entre deux cours à checker tous mes mails parce que voilà. Mais attention aussi à ne pas oublier que ça reste aussi un lieu entre guillemets sacré où on peut aussi avoir des interactions encore humaines, quoi. Bon, je caricature parce qu'on n'en est pas là, mais voilà. Ouais, moi après j'enseigne avec des adultes et donc tu vois si je les vois un peu trop sur leur tablette, leur portable à faire des trucs perso, je fais la même chose quoi. C'est-à-dire j'arrête mon cours, je réponds à des emails et je regarde un peu leur tête et puis bon pour les provoquer quoi en disant Bien sûr. oui, si vous ne tolérez pas que je le fasse, ne le faites pas non plus quoi. Après, il ne faut pas qu'ils soient systématiquement là aussi, attention. Hein. Oui, mais ça c'est ce que je dis. C'est pour le truc de la loi, c'est quand même. Voilà. Oui, le truc de la loi, c'est un peu fort quand même, quoi. Oui. Je pensais pas que c'était une loi, je pensais que c'était une règle d'établissement, si tu veux, mais de là à dire. A priori, non, je peux pas te donner le nom de. Non, je crois totalement. Mais... Et après, ouais, sur le. Qu'est-ce qu'il en est justement? T'en as entendu parler toi, de ce genre de projet aux États-Unis? Non? De loi sur les portables? Non, mais tout simplement, est-ce qu'il y a eu des projets justement d'utilisation des téléphones dans les établissements? Non. Alors, ouais, je suis pas trop dans l'éducation. Enfin, il y a ma femme qui y travaille, mais elle, c'est avec des tout petits. Donc, avec les tablettes, elle projette avec une Apple TV qui est branchée sur un vidéoprojecteur. Mm-hmm. Que, à mon avis, ça se fait directement par AirPlay. Je pense que ça fait partie des systèmes fermés dont il parle. Après, bon, tu vois, les enfants, là, ils ont 5 ans, ils n'ont pas encore de téléphone portable. En tout cas, des enfants avec des téléphones portables, vers 10 ans, 9-10 ans, ça commence à se voir, ça c'est sûr, quoi. Mm-hmm. D'accord. Ouais, c'est une pratique qui est là. Moi, je vois, tu vois, mes filles, donc elles ont 5 ans et 8 ans. C'est des outils qu'elles manipulent en classe, qu'elles manipulent à la maison. Mais en tout cas, elles ramènent pas leurs appareils à l'école. Tout à fait, d'accord. T'as pas encore entendu parler de ce. D'accord. Moi, je pense que regarder chez les ados, quoi. Je pense que c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire et que je ferai dès l'année prochaine parce que voilà, j'ai envie d'expérimenter ce truc, mais je suis pas certain aujourd'hui que c'est une pratique que j'aurai vraiment sur du long terme. Peut-être dans le cadre de séquences bien précises en disant bah voilà pendant. Après ça dépend vachement les matières aussi. Attention. Hein. Mais attention, hein, moi je dis pas que à tous les cours ils le sortent. Hein, attention, oui, mais voilà. Je suis pas là-dessus moi. Tout à fait, voilà. mais. Là, c'est vrai faut le dire aux auditeurs aussi, c'est vrai que moi aussi en formation, quand je fais des formations en collègues où on parle que de TIS pendant toute la journée, le soir, ils viennent me voir en me disant, mais en fait, vos cours, c'est la 4 dimension. Je leur dis, non, là, vous avez eu un condensé pendant une journée de tous les outils que je peux utiliser au cours de l'année, mais il y a plein de fois où c'est un cours tout à fait classique et ça marche très bien comme ça et je continuerai encore à le faire comme ça. Non mais bon, vous avez compris, c'est un peu mon fil directeur de l'année là. Voilà. Ouais, mais c'est super intéressant parce que ça pose de vraies questions, notamment là tu vois, tu parles effectivement de comment on va projeter les tablettes, mais du coup ça veut dire que si imaginons qu'on a un outil qui nous permette de projeter n'importe pareil quel gamin, ça veut dire que le gamin il va projeter aussi un peu de sa vie privée. Alors je pense tu vois un truc tout bête, le fond d'écran quoi. J'étais en train de penser aux notifications mail, enlarge le pénis. Mais exactement. Mais déjà rien que des fois quand ils ont des problèmes pour configurer leur smartphone, ils me le donnent dans les mains. Je leur dis vous êtes sûr, je peux le prendre, tu vois. C'est pas évident quoi, voilà. Mais exactement. Avoir leur propre téléphone dans leurs mains. Ouais.
Et à l'inverse, tu vois, il y a aussi la réflexion avec tous ces outils qui sont un peu déviants, qui posent des problèmes comme Snapchat, on en a déjà parlé un peu ici, Ouais. voilà, où le principe de l'application, c'est quand même de prendre une photo pour qu'elle puisse disparaître. Alors je peux pas jouer au vieux con, mais quand je pose la question aux élèves en leur disant, mais oui, ils répondent tous non, non, mais c'est juste pour envoyer des photos. Bah, dans ce cas-là, utilisez l'application photo. Vous n'avez pas besoin qu'elle disparaisse. Enfin, vous voyez tout ce que ça engendre. Donc, Tout le à fait fait. que le gamin ait le Il faut téléphone qu'elle en pose, classe. Enfin, elle pose voilà. problème. Je l'avais un peu oublié moi pour dans mon collège, Bah, cette Snapchat, tu vois. elle pose, Parce que ouais, voilà. pour les responsables réseau, on n'y avait pas pensé, et puis au smartphone, donc voilà. Enfin bon, Bon, c'est tout ça. En tout cas, c'est intéressant. voilà, cet article j'ai trouvé très intéressant. Allez le lire. Les commentaires, il y a eu beaucoup de commentaires sur cet article-là, sont super intéressants. On a même des gens qui disent, mais qui est super intéressant aussi sur le smartphone, c'est tout ce qui est capteur, hein, tous les capteurs qu'on a dessus, qu'on peut l'utiliser en science, ça peut être vraiment aussi très intéressant là-dessus aussi. Voilà. Voilà, n'hésitez pas, amis auteurs et qui nous suivent régulièrement, là, de partager, de nous envoyer des mails pour nous dire ce qui se passe aussi dans vos établissements. Si renseignez-vous un peu on est très avare de ce genre d'informations. Hein. Et je serais curieux d'avoir un petit peu des retours de la communauté des teachers là-dessus. Hein. Ouais, et puis aussi, et aussi savoir comment les gens font pour projeter leur contenu, parce que donc je vous avais dit, hein, moi je suivais le TIC-MOOC, et puis il y avait une prof d'espagnol, je pense, qui me disait, mais voilà, j'ai tel projecteur, pas moyen de projeter ma tablette. Donc on a essayé de voir des trucs. Elle a pas de Wi-Fi dans sa classe, donc c'était compliqué. Elle avait des tablettes, Android. Donc sans Wi-Fi, ça veut dire qu'elle peut pas utiliser le Chromecast. Donc, parce que là, ça se fait par Wi-Fi et c'est que certaines applications. Ou alors, il y a certains modèles, comme mon téléphone, qui peuvent faire du mirroring, mais c'est vraiment très peu de modèles. Elle a essayé d'acheter un adaptateur HDMI, ça marchait pas parce que c'était le projecteur, enfin la résolution du vidéoprojecteur n'était pas la même que celle de la tablette, donc ça fonctionnait pas. Il fallait faire tout un tas de manips. Donc c'est pas si simple que ça aussi de projeter tout ce qu'on veut. Après le fil, enfin je sais pas sur quel modèle Android, c'est vrai que c'est peut-être compliqué, mais bon, alors, je vais parler un peu de ma vie, mais ma femme aussi a elle utilise sur un iPad, ouais, avec le câble Apple qui vaut une fortune, ça marche quoi. Voilà. Ouais, probable. Ouais, après, c'est ça, hein, c'est pas juste avec un vidéoprojecteur et des tablettes que tu vas leur faire projeter tout le contenu. Il faut savoir qu'il y a des frais supplémentaires, quelles que soient les tablettes ou quel que soit le vidéoprojecteur, quoi. Très bien. Qui c'est qui veut enchaîner là-dessus? Seb, vas-y. Ouais, moi j'enchaîne, tant pis pour Kulchen. Donc je vais parler de FLE. Je vais parler de FLE et je vais parler des rencontres de l'ASDI FLE. C'est une association, une très grosse association très intéressante qui organise sa 54e rencontre le vendredi 14 novembre 2014, donc de 9h30 à 17h à Lyon 2. Donc c'est un peu dans votre coin, ça. Ah oui, tout à fait. Carrément, ouais. Et ça vaut le coup. C'est vraiment sur la professionnalisation des enseignants de français langue étrangère et français langue seconde. Donc on va parler formation de formateurs, reconnaissance des formations, formation en master, etc. Ça peut vraiment être bien pour ces profs-là d'aller jeter un coup d'œil. Pour voir ce qui s'y dit. Puis il y a toujours des gens très bien là-bas. C'est une association qui a été créée par Henri Olek et puis aussi par Louis Porcher. Hein. Louis Porcher, c'est un peu notre grand mentor à tous en français langue étrangère et qui est décédé cet été. Donc elle aura une tonalité un peu particulière, cette 54e, mais à mon avis, faut pas la manquer. Il y aura des enseignants d'un peu toutes les universités et on pourra se poser des questions un peu sur la valorisation de cette profession, sa reconnaissance ou non par l'éducation nationale. Alors souvent, ça fait longtemps qu'on parle d'un CAPES de FLE ou du moins d'une option FLE au CAPES de lettres. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Donc il y aura toutes ces interrogations-là qui seront soulevées pendant cette journée et ça doit vraiment être pas mal d'y aller. Ok. Voilà. Donc t'es passé aux actualités, hein, donc j'avais pas dit. Voilà. Ah mince. Oui. Tu voulais que je parle d'autre chose Non. J'ai vu que t'avais mis plusieurs choses sur le. Je sais pas si on a le temps en même temps. Hein. Peut-être que Guillaume va.
Moi, dans l'actualité, j'avais pas grand-chose à dire, si ce n'est que voilà, il y a le salon d'éducation qui se déroule à Saint-Denis de la Réunion et après tout, on peut en parler, hein, voilà. Même si c'est plus loin, on a des auditeurs, je le sais, voilà, de là-bas. Donc, il y a le salon de l'éducation qui a lieu à Saint-Denis du 20 au 22 novembre, avec une large part consacrée à l'éducation, bien évidemment, avec les nouvelles technologies. Voilà. D'accord. Ouais, pardon, c'est moi qui n'avais pas suivi le fil et je devais parler d'autre chose. Mais on le fera un autre Ouais, tu week-end. le feras plus tard, voilà. Si tu veux, c'est peut-être un petit peu long. Moi, rapidement aussi, je suis tombé sur une émission. Alors, c'est un follower de Twitter qui m'a envoyé ça. Je suis désolé, je me souviens plus de son nom. Qui m'a envoyé une émission sur France Culture. Alors, c'est une émission qui s'appelle, pour le podcast, s'appelle Sciences Publiques, que je connaissais pas. Et qu'ils ont fait un numéro qui s'appelle Peut-on innover en classe de sciences? Qui est fort intéressant, hein, qui était avec un. Alors, c'était pas un enseignant, c'était comment on appelle ça, un extrascolaire qui avait fait un atelier sur vous savez, sur les phasmes, vous savez, ces petites bestioles là. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, les petites. Oui, ça ressemble à des branches. Ouais, voilà, c'est ça. Il a fait un atelier sur les phasmes où il avait beaucoup utilisé justement le numérique, les histoires de projets avec des élèves de CM1, CM2. C'est fort intéressant. Je vous le conseille d'aller voir ça. Donc c'est l'émission Sciences Publiques et c'est l'émission du 10 octobre 2014. Peut-on innover en classe de sciences? Je vous le conseille. Je mettrai les liens dans les notes de l'émission. Voilà. On continue? Très bien. Ok. Terminé pour On les continue. actualités? Ouais, je voulais parler d'un petit truc en fait, mais voilà, ça va aller vite. C'était par rapport à voilà, la semaine dernière, je vous avais parlé de ce psychiatre, là, Serge Tisseron, dont j'avais eu la chance d'assister. J'avais assisté à une conférence, et il a travaillé en fait sur une espèce pas de réglementation, pas du tout, mais de conseil sur les âges liés aux écrans en fait. Et donc il a fait une infographie en fait qui s'appelle Apprivoiser les écrans et grandir, qui se tourne autour de 3, 6, 9, 12 au niveau des âges. Et c'est plutôt pas mal fait. Alors après, on en pense qu'on en veut. Hein. Je suis pas en train de dire que je suis d'accord avec tout ce qui est dit, mais ça a le mérite d'être bien foutu. Donc vous tapez 3, 6, 9, 12 Internet sur Internet. 3, 6, 9, 12 Internet dans n'importe quel moteur de recherche, vous allez y tomber dessus. C'est produit, ça a été fait avec ERS, un centre pour l'éducation et la recherche. Donc voilà, bon, en gros, hein, avant 3 ans, il conseille, l'enfant a besoin de construire ses repères spatiaux et temporels, donc a priori aucun besoin d'écran, évitons la télévision, les DVD dont les effets négatifs sont démontrés, blablabla. De 3 à 6 ans, telle quantité, bon voilà, il donne entre guillemets des pistes. Bon, moi le seul reproche que je peux faire effectivement à cette infographie, c'est que ça, dans les termes, c'est presque un peu trop prescripteur ou J'ai mal barré moi avec les enfants. ouais, mais voilà, c'est exactement ça. Voilà, voilà, il manque un petit peu de modalité à mon goût, puisque pour en avoir aussi discuté avec des parents, vous l'aurez compris, je l'ai dit avant, je ne suis pas parent moi-même, donc je ne sais pas du tout comment je serais, mais étant donné que je suis très geek, il y a des chances que mes futurs enfants il y a une présence d'écran dans la maison en tout cas. Donc moi je pense qu'il y a de l'éducation derrière tout ça quoi qu'il arrive et à tout âge et une explication. Il y a peut-être pas à dire le monsieur il a dit que tu as moins de 3 ans donc tu fais pas ci. Par contre à 5 ans et demi avant d'entrer dans tes 6 ans tu peux encore rien faire mais à 6 ans enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme tout. Mais cette volonté d'essayer de donner une échelle ou en tout cas une gradation, c'est quand même pas mal. Et des fois, on est face à des parents qui sont un peu démunis et je trouve que c'est pas mal de leur indiquer ce genre de truc pour qu'ils puissent lire ce qu'un psychiatre en pense, quelqu'un qui a réfléchi là-dessus, ce qu'il en pense. Parce que à l'inverse, on est aussi confronté à des gamins qui, à 9 ans, s'ingurgitent 4 à 5 heures d'écran par jour, des films, bon, ça a été tout le temps, hein, des films, ou en tout cas du contenu qui est absolument pas approprié pour leur âge et qu'ils regardent dans des proportions non appropriées également. Voilà, Ouais. donc en tout cas, ça mérite d'exister. Hein, voilà.
sans aller dans ces extrêmes, c'est vachement important, hein, cette règle des 3, 6, 9, 12. Chez moi, la télé, les écrans, c'est super cadré, et pourtant, j'arrive pas à respecter les prescriptions qui sont données. Mais ce qui est sûr, en tout cas, ça peut quand même donner des bonnes indications, comme par exemple, éviter d'utiliser la télé comme fond sonore. C'est-à-dire que quand vous avez deux enfants ou un enfant qui joue avec des Lego, avec un autre jeu, un truc plus manuel, il a besoin de ce temps pour se construire ses histoires, pour imaginer, pour jouer. Et le fait d'avoir la télé en fond sonore avec des changements de volume au niveau des publicités, des explosions, des choses comme ça, ça va interrompre un petit peu ces phases d'imagination, de manipulation. Et ça peut, alors je vais pas dire que ça va perturber son développement, mais en tout cas, ça va pas le favoriser, quoi. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Oui, voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est que il n'y a pas du tout de moralisation volontaire dans ces trucs-là. Et puis, ça reste encore la parole, certes, d'un spécialiste, certes, d'un intellectuel, mais je crois que de toute façon, ces pratiques-là doivent être encadrées avant tout par les parents. Hein. On est bien là-dedans. Ouais. Mais voilà, ça peut être aussi un outil dont on peut parler quand on est vraiment face à des gens qui sont complètement perdus et qui disent mais moi, je sais pas. Voilà, ça peut être aussi un moyen de leur dire regardez ce genre de choses, ça pourra peut-être vous donner quelques clés. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des parents qui ont pas conscience qu'un enfant a, voilà, même à 9 ans, quand je leur dis mais votre gamin il est crevé, il se couche certainement trop tard, il me dit bah non mais de toute façon il regarde la télé jusqu'à au moins 2 heures du matin, il veut pas aller. Enfin, on a tous connu ça dans ce milieu-là, Tout à fait. de se dire en fait ce sont des personnes qui ont même pas conscience que ça peut être nocif autant d'écran, et voilà, donc c'est plus par rapport à ça que je voulais parler de ce document, cette infographie. Je comprends bien. On passe à notre rubrique pour parler d'autre chose. Allez. Qui c'est qui parlait? C'est toi? Tu veux... Eh ben, je commence parce que c'est un truc super nul et j'avais juste envie de... Je suis allé voir les Tortues Ninja. Mais vous vous rendez pas compte, les Tortues Ninja. Moi, je suis né en 1982 et les Tortues Ninja, c'est une grande partie de mon enfance parce que j'ai lu les BD, j'ai joué aux jeux, j'ai joué à ces personnages. Et ouais, c'est un comics même à la base. Hein. C'est moins connu. Moi, je connaissais que la Tortue Ninja. Oui, bien évidemment. Et j'avais vraiment adoré ils étaient déjà mauvais, hein, mais les films des années 90 où c'était des mecs déguisés dans des espèces de bonhommes en papier mâché, enfin c'était assez catastrophique, mais il y avait vraiment un côté fun. Et là, je suis allé voir ce truc, produit par Michael Bay, donc qui est quand même Monsieur Effets Spéciaux et Monsieur Gros Film, à qui on doit les Transformers notamment. Moi, je suis assez friand quand même de ce genre de conneries. Je reconnais, voilà. Bref, c'est mon côté enfant qui revient. Et là, je suis allé voir un machin où les Tortues Ninja, elles ressemblent à rien. L'histoire est complètement bidon. On s'attend pas à un chef-d'œuvre d'histoire, bien évidemment, mais ça pourrait respecter un petit peu l'histoire d'enfants ou de BD. Pas du tout. Où elles se prennent vraiment pour des, je sais pas, trop au sérieux en fait. Bon, ça reste quand même des tortues mutantes dont le maître est un rat ninja. Et là, ça c'est le mec Shredder. Et là, il y a une espèce de volonté de mettre ça dans une histoire qui pourrait être crédible finalement par le commun des mortels, mais enfin c'est n'importe quoi. Dire, non les gars, n'oubliez pas que c'est de la science-fiction, je sais pas d'ailleurs dans quel genre ça se classe, mais voilà, allez pas mettre 12 balles de ciné pour voir un truc en 3D qui dure 1h15 et qui franchement ne fait pas ma bêtise. T'étais le plus vieux dans la salle peut-être aussi, non? Ouais, certainement, mais peu importe, où il y a d'autres débiles comme moi qui se sont dit on va aller voir ça. Mais c'est pas ça le problème. Moi, je suis friand de ce genre de truc, j'assume. Ah, c'est bien. C'est vraiment ça. C'est pour taquiner ça. Vraiment, là, voilà, au secours. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, ça m'a fait du bien, merci. Pourtant, avec un pitch pareil, quoi, des tortues mutantes qui mangent des pizzas, qui se battent comme des ninjas, ça avait tout pour être un chef-d'œuvre, quoi. Voilà. Bah, remonte un peu le niveau, Seb, non? Ouais, parce que moi, je vais vous parler d'un chef-d'œuvre. Alors, j'ai quelques passions dans ma vie. Il y a la musique, il y a l'électroménager. Je suis un grand fan des robots et tout ça. Et il y a la série Doctor Who. La série Doctor Who que j'adore et que je recommande à tout le monde. C'est une série anglaise produite par la BBC. Et alors, c'est une vieille série, hein, je crois que ça a commencé en 1964, et là, ça a repris en 2006 ou 2007.
Et donc Doctor Who, c'est un extraterrestre, on reste un peu dans la SF, qui voyage, c'est vrai qu'en disant le pitch, je suis en train de me dire que c'est pas mieux que les Tortues Ninja, qui voyage dans une cabine téléphonique de police et qui voyage dans le temps et dans l'espace. Mais seulement c'est super bien fait. Je veux dire, les scénarios sont excellents. On a toujours plein de paradoxes temporels. Il y a plein de références à l'histoire anglaise. Il y a des références aux grands thèmes scientifiques qui sont abordés par Doctor Who. Les premiers épisodes quand même de la première saison piquent un petit peu. Il faut rentrer dans l'univers. C'est vrai que on part d'une vieille série, donc les ennemis peuvent surprendre. Ça peut être des mannequins dans des magasins. Il y a aussi les Daleks qui sont des espèces de saladiers retournés avec un fouet et une pompe à chiottes. Donc mais on rentre quand même dans l'histoire. Et puis surtout, il faut saluer le travail d'un des scénaristes qui est Stéphane Moffat, qui est vraiment un génie pour le coup en écriture. Et on rentre dans ces histoires, il y a des liens, il y a des rappels à plein de choses. Et donc à chaque fois, vous avez une saison et puis un épisode spécial de Noël qui est un peu à part de la saison. Mais pour moi, c'est vraiment une très très grande série, peut-être ma série préférée, bien devant Game of Thrones, bien devant des Boardwalk Empire et toutes ces choses-là. Doctor Who, c'est vraiment une série pour laquelle j'ai beaucoup beaucoup d'affection et que je regarde avec plaisir, quoi. D'accord. Et je ne peux que aller dans ton sens puisque j'adore aussi Doctor Who et pour avoir plein d'amis qui ont suivi ça, alors pas depuis le début parce que c'est quand même vieux effectivement, mais qui le suivent depuis un certain temps. Bon, c'est un peu comme la Marmite en Angleterre. Je sais pas si pour ceux qui connaissent cette espèce de sauce là, c'est un peu on aime ou on déteste, c'est-à-dire que vous allez adorer. Ce côté science-fiction ou d'autres pour qui ça a toujours été justement science-fiction un peu mauvais, mais bon, comme on a les inconditionnels de Star Trek ou qui ont toujours trouvé ça complètement ridicule finalement. Mais moi je trouve ça bien et c'est hallucinant une série intéressante qui soit pas les feux de l'amour, qui s'inscrit autant dans le temps avec voilà, je crois qu'ils sont 12 au moins à avoir fait les Doctor Who tellement ça fait longtemps. Enfin voilà, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est vrai que les acteurs changent souvent parce qu'effectivement le docteur se réincarne et change d'apparence à chaque fois. Mais c'est vraiment sympa, vraiment sympa. Voilà. Et elle est disponible sur Netflix. J'imagine que sur la version française de Netflix, vous devez la voir aussi. Ouais, on l'a, mais alors le problème de Netflix en France, c'est l'arrivée des séries, et même sur Doctor Who, ils n'arrivent pas à nous mettre les dernières. Je crois que les dernières en 2 ans, il y a 2 ans de retard sur Netflix à peu près, donc c'est assez catastrophique. Mais ça, c'est lié à la législation française en fait, ça n'a rien à voir avec le Netflix en soi. Voilà. Bah, ça fait quand même 5 ou 6 saisons à regarder, quoi. Ouais, ça fait de quoi faire, tout à fait, voilà, tout à fait. Ok. Voilà, Jeff, à toi ou c'est fini? Moi, c'est une petite vidéo tout bête, un petit projet qui s'appelle Ozobot, O-Z-O-B-O-T. Vous irez voir, c'est un petit robot avec un iPad qui est contrôlé par un iPad. On peut programmer avec un iPad. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est génial. Voilà, c'est le genre de petit projet. Alors moi, je sais pas non plus à quoi ça sert, mais je le veux. C'est trop voilà. bien. On peut dessiner, il va suivre des lignes, il va donc c'est avec des petites programmations blocs a priori sur iPad, c'est des petites explorations graphiques, j'adore. Voilà. Vous irez voir ça. Ouais, on est très, très science-fiction vrai robot, quoi. Et quand on imagine en science-fiction les robots qu'on imaginait, et puis nous, on se retrouve avec en gros un Roomba, quoi. C'est pas mal. C'est vrai. Un robot qui dessine. Bon. Allez. Et puis on se voit nous dans. Ah non, tu voulais peut-être redire quand même les moyens de nous communiquer. Voilà, comme d'habitude. Oui, tout à fait. Toujours sur iTunes. Alors j'ai eu un commentaire sur iTunes. Alors, ça va être un iTunes, je ne sais pas de quel pays. Je n'arrive pas à lire le commentaire. Je suis désolé. Il faudrait que je me débrouille. J'ai vu qu'il y avait un commentaire sur iTunes, sûrement peut-être à propos de mon petit concours que j'avais fait. Mais je vais me débrouiller. Ça va être. J'arrive pas à accéder aux iTunes d'autres pays que la France. Je sais pas comment faire. Il faut aller tout en bas de l'iTunes Store, tu as un petit drapeau, tu cliques dessus et là tu vas avoir toute une sélection de drapeaux et tu choisiras le pays que tu veux. C'est tout simple que ça? Non, il n'y a pas plus simple que ça. Et sache que tu ne pourras pas acheter sur d'autres stores que le store français. Ah, mais faut voir les commentaires, c'est tout simplement. Bon, mais tu vois,
Voilà, bon. Très simple, finalement. Pour vous abonner toujours par mail, j'ai mis un petit QR code aussi, si ça vous intéresse de scanner ce QR code pour vous abonner directement au podcast, pour pas en louper un seul. Notre C'est vachement communauté. sympa d'ailleurs ce QR code parce que c'est pas juste une espèce de code barre, il y a une petite image et tout au centre, c'est sympa quoi. Ouais. Classe, hein. Mhm. Une petite communauté, notre communauté Google+, Facebook, nos Twitter, moi c'est @jeff8342. Je vous laisse pour vous si on veut vous contacter personnellement Ouais, bah écoute, moi c'est toujours pareil, c'est @willo_, donc le tiret du 8, teach, et voilà. sur Twitter. Seb, Ouais, bah moi vous allez sur art du fleu, art au pluriel, du fleu, FLE.net et puis vous trouverez tous les contacts là-bas. ok. Eh ben, Voilà. merci Merci à tous Merci, et merci, à ouais. bientôt. et bonne À bientôt. soirée.